Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Parlons-en avec la CEDRAP. Les éditions CEDRAP existent depuis plus de 35 ans. Les outils et manuels que nous éditons sont conçus et rédigés par des enseignants pour des enseignants. Notre participation à la vie éducative nous a naturellement conduit à proposer au printemps 2020 une émission pour débattre avec des spécialistes, des acteurs de terrain, sur des thèmes très variés en relation avec l'école, le vécu des élèves et les pratiques de l'enseignant. Nous avons eu l'occasion d'aborder des sujets tels que, entre autres, l'apprentissage à distance, la double gestion de la classe, la différenciation pédagogique, la coopération en classe, coopérer entre adultes à l'école, autonomie et responsabilité, ou encore faut-il que les enfants aiment lire. Donc, toutes nos émissions, ainsi que les contenus réflexion pédagogique, sont en ligne sur notre site cedrap.fr. C'est donc aujourd'hui notre 10e table ronde et nous avons choisi de parler du harcèlement à l'école. Donc j'ai le privilège de vous présenter nos invités du jour pour débattre sur ce thème qui concerne un jour ou l'autre tous les enseignants. Alors Benoît Genier, vous êtes directeur de recherche et ingénieur en méthode de recherche en sciences humaines et sociales, docteur en psychologie et en psychologie du développement. Vous êtes habilité à diriger des recherches et spécialisé dans le traitement des données complexes en sciences humaines, en psychologie des apprentissages et en psychologie des émotions. Vous êtes aussi directeur du projet international d'études de la qualité de vie en milieu scolaire et apprentissage. Vous avez participé à l'élaboration de la méthode de lecture CEDRAP, Tu vois, je lis. Et vous animez également l'école des parents, un cycle d'apprentissage pour aider les parents à créer du lien entre l'école et le lien scolaire. Vous êtes déjà venu en avril dernier pour nous parler de l'apprentissage à distance sur l'une de nos émissions et nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Belon, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes l'un des pionniers de la lutte contre le harcèlement scolaire en France. Vous avez co-créé en 2006 le site harcèlement-entre-élèves.com et fondé l'année suivante l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. À partir du début des années 2010, vous adaptez au contexte français la méthode de la préoccupation partagée qui permet de traiter avec efficacité les situations de harcèlement scolaire. Bienvenue à vous, nous sommes ravis et nous avons hâte de vous écouter aujourd'hui. Alors Arnaud Boursin, enfin, vous avez un riche parcours au plus près du terrain et des élèves, instituteur, professeur, directeur et proviseur d'établissement, chargé de mission auprès de l'inspecteur d'académie. Vous êtes notamment membre de la structure fédérative de recherche, apprentissage, éducation et formation de l'ESP de Toulouse et doctorant sur la thématique du décrochage scolaire. Vous avez animé de nombreuses interventions, notamment l'élaboration et le pilotage d'une expérimentation sur le thème de la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Les principaux objectifs de ce projet étaient d'améliorer les résultats scolaires, de lutter contre le décrochage et de réduire les relations conflictuelles entre de nombreux élèves, bagarres, violences verbales, harcèlement, justement. Ce projet a fait partie, tout programme confondu, des 7 choisis par l'agence 2E2F, à l'agence Erasmus+ France, Éducation-Formation, et a donné lieu à plusieurs présentations et conférences. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, votre réflexion sur le décrochage scolaire s'est élargie à la qualité de vie en milieu scolaire. Bienvenue parmi nous pour débattre du harcèlement. Donc, c'est un sujet effectivement qui va toucher beaucoup d'enfants bien sûr, mais beaucoup d'enseignants qui regardent cette émission un jour ou l'autre dans leur classe, dans la cour de récréation, peut-être dans leur entourage aussi. D'abord, est-ce qu'on peut donner une définition au harcèlement? Peut-être, Jean-Pierre, pouvez-vous nous donner, est-ce qu'il y a une définition figée du harcèlement à l'école ou en général? Pour le harcèlement, c'est principalement 3 choses. C'est d'abord la répétition de toutes petites choses et qui, justement, parce qu'elles sont toutes petites, passent très souvent inaperçues aux yeux des professionnels, mais qui sont reprises, un surnom, une moquerie, une bousculade, que chacun finalement n'effectue que 2 ou 3 fois, mais le surnom répété 2 ou 3 fois, multiplié par 30 élèves de la classe, multiplié par 300 ou 400 du collège, etc., ça fait des dizaines de milliers de fois qu'il a été reçu par le même élève. C'est la répétition donc, c'est ensuite la disproportion des forces, avec un rôle essentiel joué par le groupe. Tout ce qui se fait à l'école,
bien, se fait en présence du groupe, donc nécessairement le groupe joue un rôle. Et c'est vrai que c'est très souvent le groupe contre un individu isolé. Et c'est justement ce deuxième aspect qui peut-être crée le troisième, c'est-à-dire l'incapacité ou de la difficulté, en tout cas, pour celui qui est victime, de se défendre par lui-même. Là où on pourrait se défendre d'une agression isolée, c'est beaucoup plus difficile de se défendre de tout un groupe. J'ai eu l'occasion récemment pour la région Rhône-Alpes-Auvergne de réaliser une enquête dans les transports scolaires. On s'est rendu compte que le taux d'ailleurs de harcèlement était le même dans les transports scolaires qu'à l'école, 10% à peu près, mais que on a eu des témoignages qui étaient troublants. Un garçon qui rentrait dans le bus, et sitôt qu'il rentre dans le bus, il y a le bus tout entier, 50 élèves qui se mettent à éclater de rire. Que voulez-vous faire? Comment réagir? Voilà donc les trois composantes du harcèlement qui sont à peu près unanimement reconnues par tous. Alors, les acteurs, qui sont les acteurs du harcèlement, justement? Est-ce qu'il y a un profil type du harceleur? Est-ce que c'est toujours un meneur? Est-ce que vous avez parlé d'un bus entier? Est-ce que c'est un effet de groupe? Est-ce qu'on peut identifier justement ces acteurs-là? Alors moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de profil de l'élève harceleur. Pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de profil de l'élève cible. Les élèves harceleurs, j'en ai rencontré beaucoup par la méthode que je développe et dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je peux vous assurer que j'ai rencontré des garçons et des filles qui étaient absolument comme les autres et qui étaient surtout dans l'incapacité de se défaire de la pression du groupe. Pourquoi un élève surnomme-t-il quelqu'un par un nom déplaisant? Pourquoi un autre se moque-t-il d'un autre? Le fait-il par méchanceté? Parce qu'il est pervers, agressif, méchant? Si c'était le cas, le harcèlement ne ferait pas 700 000 victimes par an. Si un garçon ou une fille s'en prend à ses camarades, c'est très souvent tout simplement pour faire comme les autres. Donc non, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de profil type. L'élève harceleur, c'est pas l'enfant des autres. L'élève harceleur, c'est notre enfance, c'est notre élève. Et souvenons-nous, c'était peut-être nous-mêmes lorsque nous étions à l'école. Alors, Arnaud ou peut-être Benoît, est-ce que des origines sont connues justement parmi les points qu'on a notés? Est-ce qu'on peut se dire qu'une origine particulière est propice au harcèlement ou à être harcelé sur les milieux, sur l'école, etc.? Alors, à mon sens, et pour l'avoir vu dans l'étude qu'on a conduite, et en partie avec Arnaud Boursin d'ailleurs, sur une douzaine de pays et sur beaucoup d'établissements, les origines sont tellement diverses. La première chose à retenir, c'est que, comme l'a dit tout de suite Jean-Pierre Bellon, c'est dans tous les types d'établissements et c'est tous les élèves, et on a peut-être été harceleur à un moment donné de notre vie sans forcément le savoir. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter sur ces origines. C'est quelque chose qui est connexe à l'origine, c'est peut-être quand même la notion de seuil de tolérance. Ce seuil de tolérance, on l'a vu, on a épluché récemment pendant les grandes vacances et juste avant, on a épluché 4800 emails venant de jeunes qui nous écrivaient et on s'aperçoit que lorsqu'ils racontent leurs histoires, les seuils de tolérance sont très très différents. Il y a quelque chose qui va être pris comme un harcèlement dans un contexte, dans une culture et qui va passer complètement inaperçu dans une autre culture. Ça dépend également de composantes un peu religieuses. Il y a des grandes différences individuelles et donc ces grandes différences individuelles reposent à mon sens surtout sur cette notion de seuil, mais il y a quelque chose que j'aimerais retenir et dire, c'est que il y a quelque chose qui me semble tout à fait inacceptable, c'est quand on dit c'est pas si grave. On a fait quelque chose, l'enfant le ressent comme un harcèlement et le dit éventuellement que c'est du harcèlement. Rarement, c'est rare qu'il s'exprime là-dessus, mais en tous les cas, l'adulte, lui, ne peut pas considérer que c'est pas si grave. Cette situation-là, elle est inacceptable. C'est, à mon sens, non pas l'acte qui a été émis qui compte le plus,
mais probablement le vécu de celui qui a été la cible de cet acte. Il y a également à l'origine, on parle beaucoup de harcèlement. Alors harcèlement, c'est à discuter, hein. Vous avez parlé de demander tout à l'heure des définitions du harcèlement. Il y a le mobbing qui est plus collectif, un peu ce qu'on utilise en éthologie sur les vols de corbeaux qui vont se jeter sur une seule proie, etc. Une seule proie, etc. Il y a le bullying, terme anglais, qui reflète plus l'intimidation, le harcèlement, qui est un terme extrêmement fort, qui est d'ailleurs dans la littérature anglaise, on parle rarement de harassment, on parle plutôt de bullying, qui est de l'intimidation. Mais à l'origine de ces petites choses, il n'y a donc pas uniquement harcèlement entre élèves, il y a également harcèlement, mais peut-être que Arnaud y reviendra parce qu'il a été confronté plus souvent que moi à ce genre de situation, parce que lui est un acteur de terrain plus que moi. Il y a également des enseignants peu bienveillants qui, dans certaines situations, pourraient même profiter, lorsque l'élève est un bouc émissaire, profiter, alors là je vais peut-être blesser certains enseignants, mais ça existe, profiter de ce type de situation avec des cibles maladroites qui vont mal le prendre et mal le vivre, et rentrer dans un cycle qui va être un cycle un peu infernal. Je vais laisser la parole. Dans la définition, il a été abordé le fait que c'était une violence à bas bruit qui était insidieuse. On s'aperçoit que cette violence maintenant à bas bruit qui est insidieuse, justement, beaucoup de personnes à l'extérieur ne la repèrent pas. On verra tout à l'heure, on verra comment on peut la repérer, etc. Mais ce que j'aimerais dire aussi par rapport à cette définition, c'est que on se concentre essentiellement sur l'auteur, sur la victime. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, il me semble qu'il est important de retenir qu'il y a plusieurs rôles qui sont joués et plusieurs rôles qui sont à distinguer, notamment l'auteur, dont on va parler beaucoup, la victime, dont on va parler essentiellement, mais il y a également des suiveurs qui sont des jeunes qu'on peut facilement aider pour sortir de cette situation, parce que beaucoup de suiveurs disent je suis obligé de suivre, je veux rentrer dans ce groupe, je veux être proche des élèves qui sont leaders, etc. Et je suis suiveur, mais je le vis pas si bien. Et puis, il y a des témoins qui sont observateurs silencieux, et puis des observateurs qui sont prévenants et qui vont prévenir qui de droit. Donc, en fait, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs rôles à distinguer dans le harcèlement, j'avais envie d'en parler pour revenir un petit peu sur le thème sur la définition, qui est une très bonne définition, puisqu'en fait, Jean-Pierre Bellon a redonné les composantes les plus essentielles à retenir dans ces processus que l'on appelle harcèlement en France. Arnaud, pour compléter tout ça, peut-être? Oui, tout à fait. Benoît vient d'évoquer vraiment quelque chose que je souhaitais dire aussi, c'est que effectivement, il y a les meneurs dans les harceleurs, ou le meneur quelquefois sûrement, et souvent, mais il y a les suiveurs. Et les suiveurs, comme le disait Benoît, c'est pas peur d'exclusion groupe, voire même de devenir harcelés à leur tour. Et ce sont quelquefois eux qui commettent les actes de violence, quelle qu'en soit la forme, mais je dirais par allégeance aux meneurs. Voilà. On est quelque part dans la création d'un microcosme qui fait que où on est dedans, où on est dehors. Voilà. Et ce sont apparemment, d'après plusieurs lectures et d'après plusieurs expériences, il est plus facile, mais je pense que Jean-Pierre Bellon, il reviendra quand lui, il exposera sa méthode, mais
les suiveurs sont quelquefois plus faciles à, comment dire, pas manipuler, mais à raisonner que les meneurs. Voilà. Ça, c'était la première chose sur les acteurs. En ce qui concerne, enfin, pour faire écho aussi à ce que disait Benoît tout à l'heure, j'ai eu l'expérience, moi, de vivre effectivement du harcèlement de la part d'enseignants. Là encore, je ne vais pas me faire que des copains, mais en tant que c'est peu le cas. Mais mais il y a du harcèlement, je dirais, qui n'est pas du harcèlement volontaire, qui part d'une bonne intention. Essayer de booster un élève pour le travail, pour lui dire tu n'es pas au niveau où tu devrais. Ou aussi, malheureusement, quelquefois, tu es fils d'enseignant, tu es fils de pharmacien, tu es fils de médecin, etc. Tu devrais avoir des meilleurs résultats. Voilà. Donc, et tout ça, à force de répétition, effectivement, ça a un impact psychologique très, très important sur l'élève. Et puis, il y a d'autres formes que j'ai vécues, mais là, je peux parler plus de ce que je connais, c'est-à-dire en collège et surtout en lycée, notamment en lycée professionnel. Et surtout quand il y a eu des pratiques de non-respect pardon, excusez-moi, de la réglementation disciplinaire, des procédures disciplinaires, surtout depuis 2011, hein, depuis qu'elles ont été revues et corrigées. Et parce qu'il y a eu des pratiques, notamment en établissement où il y a beaucoup d'enseignants qui sont là depuis longtemps, alors qu'on sait que pourtant le brassage d'enseignants augmente les risques de violence et de harcèlement, mais où on a eu l'habitude de se débarrasser d'élèves qu'on jugeait inopportuns. Et pour cela, on a d'une part enfreint les règles disciplinaires, mais d'autre part, on s'est quelquefois coalisé entre enseignants, mais quelquefois ça le fait d'un enseignement seul, de manière à, comme le font les harceleurs, à isoler l'élève et à provoquer son absentéisme de l'établissement, voire à provoquer son éviction de l'établissement. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas trop le sujet, puisqu'on est plus centré sur le primaire, hein, mais je pense que c'est des choses quand même qu'il faut noter, parce que ça peut se reproduire aussi dans une école primaire, et surtout quand on est dans des écoles où il y a peu d'enseignants, hein, où il y a donc chacun travaille dans son coin. On y reviendra tout à l'heure peut-être quand on parlera de la prévention. Oui, Benoît? Juste un très petit complément pour dire que on a tout à l'heure, la question c'était à l'origine l'école, la famille, l'éducation. On a des choses qui sont quand même intergénérationnelles. Peu importe ma vie, je suis marié avec une femme d'origine allemande et j'entendais un peu avant les congés de Noël que sa plus jeune sœur se fait encore traiter de sale boche. Alors, vous voyez à quel point ça peut être transgénérationnel. Elle est arrivée dans une école. Dans cette école, elle connaissait personne, mais c'est la fille d'un producteur de vin qui est important. Donc, on sait que lui, d'origine, est allemand et son père et son grand-père sont arrivés pendant la guerre, etc. D'abord prisonniers, et puis ils ont fait leur vie, peu importe. Mais je veux dire qu'il y a dans les origines, il y a des origines qui sont très lointaines et qui rentrent dans l'établissement. Ces enfants peuvent rentrer avec une étiquette qui ne sont pas des étiquettes qui ont été imposées, qui ont été données par des pairs ou éventuellement par un enseignant, ce qui existe quand même très rarement. Voilà, c'était juste un petit complément par rapport au fait que dans les origines, on a des origines sur le harcèlement qui peuvent être transgénérationnelles, ce qui est assez impressionnant et peut-être pas aussi rare que ça. On peut. Alors, est-ce qu'il y a des indices déjà parce que les enfants ne vont pas forcément manifester le fait qu'ils sont harcelés? Comment identifier, est-ce qu'il y a des indices qui permettent à l'enseignant ou aux parents, parce que des fois c'est les parents qui avertissent les enseignants, ou l'inverse, qui permettent d'alerter justement qu'il se passe quelque chose, qu'un harcèlement est peut-être à l'origine de ce qui est en train de se passer à l'école?
Est-ce qu'on peut peut-être Jean-Pierre, avoir une liste d'indices? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile à voir? Est-ce que c'est facile à repérer? Bon, c'est certainement difficile pour une raison bien simple, c'est que les élèves victimes de harcèlement ont tendance à se taire, comme beaucoup de victimes, à s'enfermer dans le silence et à considérer que ce qui leur arrive, ils ont l'impression que c'est un petit peu de leur faute. Donc, ils ont un peu honte. Donc, ils n'osent pas en parler à leur famille. C'est très difficile pour un élève victime d'en parler, parce qu'il a honte, parce qu'il a l'impression qu'il ne mène pas la scolarité qu'il devrait mener. Donc, c'est vrai que, aussi bien pour les familles que pour les enseignants, il n'est pas forcément simple d'observer la situation. On sait tout de même, bon, il faut quand même être très attentif à certains signaux. Le harcèlement, c'est dans bien des cas la solitude, l'isolement, être isolé du groupe. Soyons attentifs à tous ces élèves qui restent seuls. Soyons attentifs à lorsqu'on fait les exercices, on s'aperçoit qu'ils se mettent tous par groupe et puis il y en a un qui est tout le temps rejeté. Soyons attentifs à ceux qui restent seuls dans la cour, à ceux qui hésitent à aller manger avec les autres. Ce sont toute une série de petits indices. Vous savez, moi, je trouve que ce terme de harcèlement, ça a été dit tout à l'heure par Benoît Genier, ce terme de harcèlement n'est probablement pas très adapté. Jamais un Anglais ne dirait harassment, en effet. Et je pense qu'il vaudrait bien mieux mettre à l'ordre du jour la question du bien-être dans nos classes. Soyons attentifs à ces élèves qui ne vont pas bien, ceux qui manifestent des signes avec les familles. Les familles peuvent aussi se rendre compte de cet enfant qui, tout à coup, a mal au ventre au moment d'aller à l'école, qui développe toutes les stratégies pour ne pas aller en cours, cet enfant qui avait des amis puis qui tout à coup les perd. Tout ça doivent être des signaux qui doivent alerter aussi bien les familles que les enseignants. De toutes petites choses. Noémie Grohan, cette jeune femme qui a écrit ce très beau livre de la rage dans mon cartable et qui raconte son expérience d'élève harcelé dans un collège pendant toute sa scolarité de collège, dit qu'elle cachait les clés de la voiture de sa mère pour qu'elle ne les trouve pas et qu'elle ne l'emmène pas à l'école. Oui, elle développait toutes les stratégies possibles pour ne pas aller en cours. Donc ce sont toutes ces petites choses, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une vraie difficulté à identifier le malaise de ces élèves. C'est aussi pour ça que pendant très longtemps on n'a pas pu le voir. J'entendais il y a pas longtemps, c'était je crois Albert Jacquard qui racontait que si on disait à une fille qu'elle était laide et qu'on lui répétait qu'elle était laide et qu'elle était laide, elle devenait laide, elle se mettait à grimacer et elle devenait laide. Est-ce que justement la répétition transforme le harcelé à long terme? On voit beaucoup de témoignages d'adolescents ou même d'adultes qui ont raconté souffrir encore de ce qu'ils ont pu vivre à l'école. Est-ce que justement ce problème doit être pris en urgence pour éviter des séquelles? Est-ce qu'il y a toujours des séquelles ou est-ce que justement on peut dire que c'est un mauvais moment à passer et finalement ensuite ça va se résoudre parce qu'ils sont jeunes et que ça va aller? C'est pas évident, j'imagine que ça dépend des situations. Ah, il y a une enquête anglaise qui est terrible de ce point de vue, hein, qui date de 2015. Ils ont suivi une cohorte une cohorte d'élèves ayant été victimes d'intimidation à l'école. Ils les ont suivis sur une longue durée. Les résultats sont accablants, hein. Destruction de l'image de soi, le risque suicidaire qui est accentué. Je crois que c'est un tiers des dépressions arrivées à l'âge adulte qui sont considérées comme étant, chez les jeunes adultes qui sont considérés comme étant ayant pour origine le harcèlement à l'école. Non, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, de l'intérêt de le traiter et de le traiter très tôt. Ce que j'observe dans le retour des situations que nous avons, c'est que quantité de situations de collège, voire de lycée, ont commencé bien avant. Ont commencé dès l'école élémentaire. Donc, le fait que maintenant on soit très attentif à ces choses-là et qu'on le soit très précocement, c'est quand même une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Arnaud, vous vouliez réagir, j'ai vu. Oui, par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Belland, notamment sur
les conséquences. Les conséquences, effectivement, il y a eu des études, mais qui sont forcément des études de long terme, puisque c'est que depuis les années 2010-2012 en France qu'on s'intéresse réellement à la notion de harcèlement scolaire. Et effectivement, il y a des séquelles non seulement pour les harcelés, mais aussi pour les harceleurs, hein, qui sont des gens qui ont beaucoup de mal, qui ont beaucoup de difficultés pour relationnelles au sein même de leur couple, au niveau du travail et au niveau d'une manière générale des relations où ils sont généralement considérés ou vus comme des gens assez agressifs. Par ailleurs, sur ce qu'on disait des acteurs tout à l'heure, moi je voudrais quand même revenir sur la famille. Parce que la famille a un rôle. Moi, Benoît tout à l'heure a confié une histoire personnelle. Moi, je vais vous en conter une qui n'est pas totalement personnelle, mais quand j'étais en terminale, j'avais un copain qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, il a fait Polytechnique, hein, très, très, très brillant. Et il avait un frère qui avait 3 ou 4 ans moins que lui. Et forcément, les parents lui répétaient sans arrêt qu'il était, alors que c'était un très, très bon élève aussi, mais qu'il était moins bon, qu'il ne faisait pas assez d'efforts, etc., etc. Donc là, c'était, je dirais, c'est pas au sein de l'école que ça s'est produit, c'est dans la famille. Et un beau matin, eh ben, on a retrouvé ce gamin pendu dans sa chambre. Voilà. Donc, les acteurs sont partout. Et ce qui me permet, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que quand on va parler de prévention tout à l'heure, il faut absolument qu'on arrive à parler de ces notions de coéducation, de coopération entre l'école, les familles et voire d'autres acteurs institutionnels. Voilà ce que je voulais dire. Benoît, une réaction? Oui, juste un petit complément, comme disait Jean-Pierre Bellon tout de suite, il n'y a pas de profil type pour reconnaître, du coup ça rend la chose difficile. On sait qu'ils sont incapables de se défendre seuls, qu'ils ont des difficultés de parler de leur souffrance, ils ont très souvent un sentiment délétère de honte, ils ont peur de la vengeance, ils ont peur de passer pour une balance, ils ont les craintes des déceptions familiales, mais tout ça, comme on parlait de la répétition, va engendrer des conséquences qui sont assez importantes. On connaît un projet, on va sortir le livre cette année après 30 ans, pratiquement 30 ans, hein, parce que ça avait commencé en 89 jusqu'à 2020, mais on s'est arrêté pendant un moment, une étude longitudinale qui faisait état des souffrances psychologiques et puis avec une graduation pendant la scolarité, une graduation qu'on a pu observer pas chez énormément d'élèves, mais sur 7000 élèves seulement pour cette étude longitudinale. C'est des souffrances psychologiques qui sont importantes et qu'on ne peut pas négliger. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure on demandait est-ce que la répétition est importante, est-ce qu'il faut s'en occuper tout de suite? Oui, à mon sens, il faut s'en occuper tout de suite. Non, quand on connaît un acte, on n'a pas le droit de laisser passer cet acte-là. Il faut au moins s'informer et être convaincu qu'il n'y aura pas d'acte derrière. Donc il y a à minima une rencontre de la victime de ce comportement qui doit être faite le plus tôt possible. On ne peut pas surseoir à ce genre de choses parce que chacun a entendu dans la presse des choses dramatiques qui sont arrivées parce qu'on a voulu surseoir et puis faire une réunion qui allait en parler à une commission, etc. Et finalement, ça prenait trop de temps. On s'aperçoit qu'il y a des souffrances psychologiques qui sont liées, ça a été dit, hein, à cette récurrence d'action. On a de l'absentéisme qui arrive, et quand l'absentéisme arrive, c'est un signe qui est quand même déjà très important. On a des somatisations. Alors ces somatisations, on les a mis en évidence, nous, en mettant les cotons qui sont utilisés pour le dressage de chiens qui prennent une odeur et pas d'autres odeurs, hein, c'est comme ça qu'on dresse les chiens, etc. On a pris des odeurs scolaires, etc. On a mis dans des chambres d'enfants. Ça nous a paru plus assez éthique pour qu'on continue, mais on s'est aperçu que ces enfants devenaient malades dans leur propre chambre.
Donc les somatisations peuvent être importantes, jusque, on le sait, des risques suicidaires. Dans le livre qui va paraître, j'espère, fin de cette année ou début de l'année prochaine, on fera la démonstration que les enfants qui ont vécu ces situations-là avaient jusqu'à 9 fois le taux de cortisol perlingual augmenté, donc une hormone qui est que l'on peut détecter en perlingual, donc juste avec un papier filtre sous la langue, et le mesurer quand il n'y a pas d'acte, quand il y a des actes, etc., et suivre cette personne, ces enfants pendant un moment, et s'apercevoir que le taux de diabète ou de rentrée dans des process diabétiques sont significatifs et ne le sont pas sur les groupes témoins. Donc, effectivement, ces répétitions sont délétères et il faut s'en occuper le plus vite possible. À mon sens, quand on connaît un acte particulier, on doit s'en occuper. Il y a une grille qui est sur Internet pour repérer avec 64 éléments qui peuvent nous alerter sur les risques qu'un enfant qui ne dit rien, qui paraît moyen, qui est juste silencieux, parfois on peut s'apercevoir qu'il a un peu honte, mais ce n'est pas sûr qu'on le distingue. On a une grille qui existe, un questionnaire qui existe et qui fait une autocorrection. Alors c'est un indice, ça ne remplace pas les professionnels, etc., mais ça aide. Mais dedans, on a la partie vie scolaire et rapport à l'école, on a la santé et le bien-être psychologique, on a les comportements pathogènes qu'ils peuvent vivre et dont on peut avoir connaissance, et puis des facteurs particuliers, des facteurs de risque particuliers, comme un enfant qui est nouvel arrivant, qui vient de changer d'établissement, qui a des difficultés scolaires chroniques ou pas, qui a un tempérament anxieux. Enfin, on a comme ça une grille, en fait c'est un logiciel qui fait partie d'un logiciel plus important sur la qualité de vie, qui reprend à peu près 854 variables. Personne ne travaille sur les 854 variables, mais quand un jeune a un problème, ça amène une autre question qui amène une autre question, etc. Et donc, il y a des outils qui existent quand même. J'en finis là en disant, à mon sens, pour l'expérience que j'ai, et je ne suis pas aussi spécialisé que d'autres, il me semble que ça devrait être, quand on connaît un acte, la victime devrait être informée le jour même, au moins, qu'on sait qu'elle a vécu quelque chose et qu'on va s'en préoccuper. Il ne faut pas prendre le risque qu'elle rentre chez elle avec des idées noires. Je ne parle pas de suicide forcément, mais je parle de routine, de difficultés d'endormissement, tout ce qu'on connaît, tous les signes psychosomatiques qu'on connaît derrière le vécu du harcèlement. J'imagine que le fait de lui dire effectivement qu'on le sait, déjà, il se sent peut-être un peu moins isolé et ça lui permet d'avoir une lueur d'espoir sur des solutions qui pourraient arriver. Alors, sur cette première partie, on a essayé de donner une définition. J'ai bien essayé parce qu'on a vu que le harcèlement peut avoir des formes très différentes. On a parlé un petit peu du harceleur, pour dire qu'il n'était pas unique, qu'il y a aussi des suiveurs, qu'il peut être enfant, adulte, ça peut être la famille, etc. Donc là encore, il n'y a pas un profil type du harceleur. Ce qui par contre est commun, ça c'est sûr, c'est la répétition. Le seuil de tolérance est très différent d'un enfant à un autre. Du coup, le harcèlement vécu par l'un peut être un simple jeu pour un autre. Le harceleur n'est pas toujours conscient, c'est par amusement parfois. Donc, on a essayé de définir tout ça. Maintenant, c'est vrai que les enseignants, bien qu'il y ait eu beaucoup de progrès, sont aujourd'hui en demande d'aide, de solutions, de comment je dois réagir, comment je dois faire. Donc, Benoît, vous venez déjà de donner une première piste. C'est déjà, si on le sait, on lui dit. Il se sent moins isolé, il sait qu'il va se passer quelque chose, en tout cas, il y a une lueur d'espoir. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres pistes peut-être pour accompagner ces enseignants d'activités pour
justement, on a intitulé cette diapositive « La qualité de vie en milieu scolaire ». Ça reprend tout à fait les termes de Jean-Pierre qui disait que le harcèlement, finalement, peut-être qu'il faudrait parler plus de qualité de vie. Ben là, on y est. Alors justement, en qualité de vie, comment peut-on aider ces enseignants qui sont très démunis et qui ont des cas dans leur classe de harcèlement au quotidien ou dans l'année. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait donner quelques petites pistes peut-être? Arnaud, oui. Oui, moi j'ai plutôt parlé d'anticipation, de prévention, plutôt de rémédiation. Je pense que Jean-Pierre Belon aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Me semble-t-il, si j'ai bien compris, ce que nous avons évoqué la dernière fois. Dans tous les établissements, il y a alors des projets qu'on appelle projets d'école, projets d'établissement, selon qu'on est en lycée, en collège, peu importe. Je pense qu'il est nécessaire d'inscrire déjà dans ces projets des règles de vie en commun, des règles de socialisation, des règles d'utilisation, on n'en a pas parlé encore, mais des nouvelles technologies, hein, puisque on a la cyberviolence, le cyberharcèlement, d'ailleurs dont on s'aperçoit l'étude qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre, hein, que l'un amplifie l'autre généralement. Donc déjà, qu'il y ait au niveau d'établissement des règles claires qui soient précisées. D'autre part, qu'on associe les familles à la compréhension, voire à l'élaboration de ces règles. Moi, j'ai travaillé sur un projet il y a quelques années sur l'association de parents à l'élaboration d'un projet d'établissement. Et je peux vous dire que ça a beaucoup d'impact, parce que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, hein, c'est quelque chose auquel on a participé. Donc, on l'a vu, les harceleurs, les causes-conséquences, c'est quelquefois difficile d'ailleurs, puisque quelquefois des causes deviennent des conséquences, de dire qu'elles ne sont pas uniquement au sein de l'école, qu'elles sont aussi dans ce qu'on appelle, je ne sais plus le terme, IRL, je ne sais plus, la vie réelle, je ne sais plus comment disent les spécialistes là. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans la vie réelle n'est pas déconnecté de ce qui se passe sur Internet ou de ce qui se passe à l'école. Par ailleurs, les enseignants sont insuffisamment formés. Mais c'est vrai aussi pour le décrochage scolaire. Je travaille sur le décrochage scolaire. On parlait tout à l'heure des manifestations qui peuvent alerter sur le harcèlement. Ce sont pratiquement les mêmes qu'on retrouve dans les décrochages scolaires. D'ailleurs, le décrochage scolaire, enfin, le harcèlement induit très souvent du décrochage scolaire. Donc, ce sont à peu près les mêmes causes. Mais le plus souvent, pour l'avoir vécu, c'est que les enseignants ne sont pas formés. Alors, quand on est dans des grosses structures, on peut faire intervenir des équipes mobiles de sécurité, on peut faire intervenir des intervenants dans le cadre de formations financées par la DAFPEN, enfin, ou d'autres, pas dire de grossièreté, je ne m'emploie trop d'acronymes, mais bon, par les services d'éducation nationale. Mais quand on est, et c'est ce que j'évoquais, dans une petite école de campagne, où on est 2 ou 3 enseignants, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, ça nécessite un véritable esprit d'équipe, ce qui n'est pas toujours le cas, d'accord ? Et ça nécessite effectivement d'avoir à y passer du temps et d'avoir aussi des intervenants extérieurs qui viennent vous donner un coup de main. Quand vous êtes dans un petit collège, comme moi j'ai eu à une époque, où vous n'avez qu'une CPE à mi-temps, vous n'avez pas d'infirmière et d'assistante sociale, vous la voyez tous les 6 mois, vous avez des enseignants qui sont beaucoup proches de la retraite, je peux vous dire que c'est difficile de mettre en œuvre des pratiques qui sont des pratiques innovantes quelque part et qui vont résoudre ce genre de problème, alors qu'on a dit longtemps, oh, ce sont des problèmes entre élèves, les parents n'ont qu'à s'occuper de leur gosse, et puis celui-là, on l'exclut 3 jours, et puis c'est fait. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un problème de contextualisation, et que le plus souvent, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Voilà. Jean-Pierre, peut-être réagir et parler peut-être des remédiations justement sur ce thème-là.
Alors, ce qu'on a développé, d'abord dans le département des Hauts-de-Seine à partir de 2013-2014, puis après dans toute l'Académie de Versailles, et puis maintenant dans le cadre des 6 académies pilotes, donc qui sont dans le plan ministériel depuis 2019. Ces 6 académies sont Nice, Aix-Marseille, Toulouse pour le sud et Strasbourg, Rennes et Normandie pour le nord. Dans ces 6 académies, on a développé un plan de formation des professionnels qui repose d'abord sur la constitution, dans le plus grand nombre d'écoles et de collèges possibles, d'une équipe qu'on appelle une équipe ressources, une équipe bien-être, c'est-à-dire une équipe qui va de 3 à 10 personnes, 15 même. Ce matin, j'étais dans une école près de Lyon, dans un collège près de Lyon, où il y avait 15 personnes engagées. Ce sont des professionnels qui sont connus de la communauté, des élèves, qui sont connus des parents, et dans lequel le message passe très clairement. Si vous avez un souci, si vous avez des élèves qui se moquent de vous, si ça arrive à l'un de vos amis, alertez tel ou tel de ces collègues. Ils sont formés à une méthode et ils vous accueilleront. Donc à partir de là, l'objectif c'est d'être attentif à tous ces signaux faibles, être attentif à toutes ces petites choses qui font qu'un garçon ou une fille tout à coup ne va pas bien, et soit assuré d'avoir dans l'établissement quelqu'un qui sera véritablement à son écoute, qui lui apportera une écoute empathique, qui ne lui nuira pas. Je pense que la priorité est bien là, c'est de ne pas nuire, mais vraiment véritablement quelqu'un qui soit là pour l'aider. Quand même, tout de même, un certain nombre de faits divers récents ont montré que certains garçons ou filles dans des établissements scolaires en sont arrivés à des extrémités très très graves parce qu'ils n'ont pas trouvé dans leur établissement le soutien qui était nécessaire. Donc vraiment, ça c'est la priorité. Deuxièmement, eh bien cette même équipe va utiliser la méthode, c'est la version de la méthode de la préoccupation partagée, l'adaptation que j'ai faite avec Marie Cartier et Bertrand Gardet de la méthode PICAS, qui vient de Suède et qui consiste à, dès qu'une situation nous est signalée, rencontrer en entretien individuel tous ceux qui ont pris part à l'intimidation. Jamais on évoque les faits. Jamais on ne culpabilise, jamais on ne traite les élèves sur un ton qui serait déplaisant. Non, on les accueille très cordialement et en cherchant à leur faire partager une préoccupation pour l'élève victime. Voilà, tu connais, je pense, tel élève qui est dans ta classe. On trouve vraiment qu'il va pas bien. On est plusieurs dans l'établissement à s'inquiéter pour lui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les entretiens sont très brefs. Si l'élève ne veut pas nous suivre, on met fin à l'entretien et on lui dit, bon, écoute, on va se revoir, on se reverra dans 2 ou 3 jours. Et on fait la même chose avec les autres. Et immanquablement, il y en a un qui va lâcher, qui va dire, ouais, c'est vrai, il va peut-être pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu as une idée? Quelle suggestion tu me proposes pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle? Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous abordez les élèves en leur faisant des remontrances, en les grondant, en les sermonnant, immanquablement, ils vont se refermer sur eux-mêmes, ils ne vous écoutent plus. Là, tout à coup, vous les placez en situation de réparation. Moi, je me suis inspiré, en adaptant la méthode PICAS, je me suis inspiré d'un texte, c'est le philosophe qui revient, mais je me suis inspiré d'un texte de Paul Ricoeur, dans lequel Ricoeur disait, il parlait pas des victimes de l'école, il parlait de la justice pénale. Ricoeur disait, toute victime attend 2 choses. Attend d'abord que l'institution reconnaisse qu'il est victime. Et ça, on le fait, justement en recevant individuellement l'élève, en le soutenant. Et Ricoeur dit très souvent dans la justice pénale, les juges d'instruction n'ont pas le temps de rencontrer les victimes. À l'école, on peut le faire. Et deuxièmement, la deuxième chose, disait Ricoeur, dont une victime a besoin, c'est de la réparation. C'est très difficile en matière pénale, la justice réparatrice ou restaurative, même s'il y a des tentatives tout à fait intéressantes qui ont été faites. Mais à l'école, on place justement ces élèves en situation de réparer. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle? Et on a
dans 8 cas sur 10, hein, c'est l'enquête qui a été réalisée l'an dernier dans l'Académie de Versailles, on a dans 8 cas sur 10 des solutions qui sont trouvées. Et ce travail-là, il est suivi, le travail avec les intimidateurs, il dure, s'étale sur 2 semaines à peu près, mais le travail avec les victimes doit être évidemment prolongé autant de temps que cela est nécessaire. Ce dispositif, tout de même, qui va être généralisé à partir de 2021 à d'autres académies, a quand même un certain succès. Il est né dans ces pays. Anatole Pikas a créé sa méthode, a commencé à développer sa méthode à partir de 1975. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine ancienneté de la méthode. Alors, justement, cette méthode est intéressante. Les enseignants qui demandent de l'aide, est-ce qu'ils peuvent appliquer cette même méthode auprès des parents? C'est-à-dire, puisqu'on parlait de coéducation, de faire participer les parents, est-ce qu'ils peuvent demander aux parents des harceleurs, sans leur dire que leur enfant est harceleur, leur dire, il y a un élève dans la classe qui se sent pas bien, il faudrait peut-être aider votre enfant à participer, parce que souvent les parents savent pas comment réagir. Le parent du harcelé, des fois, déscolarise lui-même son enfant parce qu'il veut pas le voir souffrir, et ça arrive très souvent. Et finalement, il se retrouve harcelé et puni d'être déscolarisé. Donc, est-ce que cette méthode qui marche avec les enfants pourrait aussi être appliquée, je ne sais pas de quelle manière, avec les parents? C'est vrai que les enseignants demandent aussi à trouver des solutions pour avoir une discussion avec les adultes. Nous, notre priorité, c'est les parents des victimes. C'est très clair. Il faut les accompagner. Une situation de harcèlement dans une famille, c'est un drame. C'est une souffrance pour l'enfant, mais c'est une souffrance pour toute la famille. Donc vraiment, les parents des élèves victimes doivent savoir que l'école les accompagne. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec les référents académiques et départementaux au plan national. Leur bilan était unanime. Ces familles qui vont pousser la porte d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, ce n'est pas qu'ils pensent que la police ou la gendarmerie va régler leurs problèmes. C'est qu'ils sont exaspérés par ce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme une inaction, une inertie de la part de l'école. Donc il faut vraiment que les familles sachent, comprennent que l'école est avec eux, avec elles, et les accompagnent. Les parents, les intimidateurs, mais vous savez, je reviens toujours à ma même idée, c'est que les intimidateurs, c'est pas des brutes épaisses, ce sont très souvent des enfants bien comme les autres et qui, par mimétisme, vont faire comme le groupe. Non, je pense qu'il ne faut pas alerter. Nous, dans notre méthode, nous n'alertons pas les parents des élèves qui ont pris part à de l'intimidation. Et s'ils nous sollicitent, on leur dit non, mais votre enfant nous aide à régler une situation. L'idée est bien là. Et je pense que on a demandé aux écoles et aux collèges de rédiger des protocoles dans lesquels ils expliquent, ils mettent noir sur blanc comment ils procèdent. Et ce qui est très intéressant, c'est que on décline envers les familles en disant voilà, notre façon d'améliorer le climat scolaire, c'est de travailler avec les élèves eux-mêmes, de les rendre eux-mêmes acteurs de ce climat. Donc ne soyez pas surpris si l'un de vos enfants est un jour rencontré par un professionnel. Je pense que vous parliez tout à l'heure de coéducation, c'est cette espèce d'alliance entre les familles et les écoles qui peut permettre de progresser. Il ne faut absolument pas qu'on se tourne le dos ni qu'on soit l'un contre l'autre. Benoît, peut-être une réaction ou une expérience à partager justement sur des solutions qui pourraient être données, enfin des solutions, des aides qui pourraient être données aux enseignants qui sont confrontés à des élèves dans leur classe qui subissent ou qui participent justement au harcèlement. Oui, Jean-Pierre Bellon en a dit assez sur ce qu'il faut faire. Démontrer d'abord à la personne harcelée qu'on s'occupe d'elle, ça c'est très clair. Ce qu'il faut également s'assurer, c'est que la situation évolue. La situation, elle va probablement évoluer. Ce qui est encore plus important, c'est la perception
que le jeune ou la jeune fille en souffrance a eu évolue elle-même. Parce qu'il y a une dégradation de l'estime de soi qui fait qu'ils peuvent comprendre la situation sans pour autant que l'estime de soi remonte et que les troubles somatiques diminuent, etc. Ensuite, quelque chose qui se fait également dans de plus en plus d'établissements, et notamment là, quelque chose commence en Roumanie, mais de façon très très large, c'est quelque chose qui avait été fait dans un établissement, ça a été fait dans plein d'établissements, mais on avait l'expérience d'un établissement que pilotait à l'époque en tant que principal Arnaud Boursin, c'était le brassage des élèves, parce que plus il y a de brassage des élèves, et moins on constate, moins on a de plaintes de la part des élèves. Alors ce brassage se fait par différentes activités, différents ateliers, mais on le sait, hein, comme nous entre adultes et on a tous été enfants, on sait qu'on a moins tendance à embêter quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on a également un souci de prévention. Cette prévention, je l'avais évoquée dans une autre réunion avec vous, pour des enfants qui ont des spécificités physiques, par exemple, c'est très compliqué parce que même les adultes ne savent pas quoi faire. Quand ils voient un enfant dans une chaise roulante, même un adulte ne sait pas s'il doit dire bonjour, s'il doit lui dire « est-ce que je peux t'aider ?» Est-ce qu'il fait beau? Ils sont complètement démunis pour ça. Et la prévention est là pour prévenir ce genre de choses. Et la prévention du harcèlement, qu'on appelle harcèlement ou pas, fonctionne bien. On a des bons outils et ces outils, on a besoin de les répandre encore plus. Alors, moi, je suis personnel à l'INSPE. Je sais qu'à l'INSPE de Toulouse, Pyrénées-Occitanie, comme on l'appelle, hein, tout à l'heure, Sandra, vous m'avez présenté comme étant à l'ESPE, maintenant c'est l'INSPE, mais c'est la même chose. À l'INSPE, on a de plus en plus de formations qui font référence à ça et qui donnent également des illustrations de moyens. Alors, dans le cadre d'un des derniers projets qu'on a fait avec Arnaud, on a repéré sur les établissements de plusieurs pays, quelles étaient les actions mises en œuvre et quelles étaient les évaluations qui en avaient été faites pour que derrière on puisse offrir un panorama des possibles. Je crois qu'il n'y a aucune recette magique, ça n'existe pas, sinon on l'aurait déjà. Jean-Pierre Bellon a dit comment aborder le problème et comment résoudre la plupart des problèmes. Après, puisqu'on parle d'actions maintenant, les actions, il y en a pas mal qui ont été faites. Il y a eu beaucoup d'innovations pédagogiques qui sont sensationnelles, qui méritent d'être connues, mais qui restent dans les placards. Et du coup, qu'on essaie de mettre en exergue après quand même un certain niveau d'évaluation, même si l'évaluation est difficile. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, si vous faites des actions innovantes dans tout votre établissement, c'est difficile parce que innover, c'est facile. Évaluer de l'innovation, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, Arnaud, une réaction? Oui, pour compléter ce que disait Benoît, il disait c'est vrai, on harcèle moins quelqu'un qu'on se connaît, mais ça va au-delà de ça. Et ça rejoint, comme je disais tout à l'heure, on fait avec les moyens du bord qu'on a dans son établissement, parce que quand on est chef d'établissement ou quand on est directeur d'école, on est quand même réduit à ça. C'est non seulement on va moins harceler quelqu'un qu'on connaît, on va moins harceler quelqu'un avec qui on a travaillé sur un projet, avec qui on a construit quelque chose en commun. Et ça, c'est très important. Et surtout, j'ai eu l'occasion de vérifier, puisque quand même, on a quand même réussi à pratiquement éradiquer dans un établissement des violences et des harcèlements très très forts, hein, dans cette ZEP rurale. Et c'est aussi développer comme alibi. Je dis bien c'est un alibi. Les élèves ne sont pas censés forcément savoir jusqu'où nous on veut aller, mais développer des activités non académiques qui vont leur permettre d'échanger et de se trouver en situation non scolaire et d'y avoir d'autres relations avec leurs enseignants. C'est-à-dire, par exemple, un prof de maths va devenir
prof de sculpture. Comme ça. Enfin, c'est des choses que j'ai vécues, c'est pas ça. Et deuxièmement, Benoît parle d'expérimentation. Il y a des tonnes d'expérimentation. Il faut aller voir sur Experitech. Hein, il y a tout un tas d'expérimentations extrêmement intéressantes. Et sur les sources que j'ai indiquées, il faut aller voir sur Canopé. Canopé, il y a des tas d'outils, il y a des tas d'aides, il y a des grilles d'évaluation, enfin, il y a tout, et à tous les niveaux. Donc, il existe plein de choses, mais il faut d'abord, comme je disais tout à l'heure, que les enseignants puissent bénéficier de formation, mais aussi qu'ils fassent de l'auto-formation. Ça me semble indispensable, et surtout qu'il y ait des politiques d'équipe. Si on n'a pas des politiques d'équipe, et si on n'a pas à minima une coopération avec les familles, bon, c'est facile avec les conseils d'école, etc., etc. Je veux dire, chacun met son pansement dans son coin, mais la jambe de bois ne guérit pas pour autant. Hein. Je voudrais juste revenir sur un point qu'on n'a pas abordé. On l'a dit, en revanche, le harcèlement est quelque chose de très insidieux, quelque chose qui est très difficile à voir. Et du coup, on s'est aperçu que ce qui fonctionne très bien dans les établissements, c'est aussi dans la prévention, de faire une prévention sur le fait que lorsque l'on signale un enfant qui ne va pas bien, lorsque l'on signale une action, on n'est pas une balance pour autant. On a une obligation de dire ce qui se passe pour la protection des autres. Ça porte un nom au niveau juridique, mais là, on n'en est pas là. Pour les élèves, ils ont une obligation quand même de signalement. Cette obligation de signalement, je pense qu'il est nécessaire de travailler dessus parce que beaucoup de suiveurs ou d'observateurs en souffrent eux-mêmes. Ils se disent, mais c'est catastrophique ce qui lui arrive. Ben, oui, mais pourquoi tu ne le dis pas? Je ne veux pas être une balance. Ben oui, mais qu'est-ce qui compte? C'est être une balance alors que tu n'en es pas une, ou essayer de sauver cette personne qui est peut-être en danger, peut-être pas maintenant, mais qui sera peut-être en danger plus tard. Et ça me paraît essentiel à dire dans les éléments de prévention qui sont pas suffisamment mis en exergue. Oui, c'est vrai que finalement, on en revient beaucoup à l'échange, au dialogue, voilà, faire savoir, oser prendre la parole et valoriser l'action d'aide envers l'autre. Tout ça, ce sont des choses, que ce soit pour l'adulte ou pour les autres enfants, leur dire, participer au fait qu'il aille mieux, qu'il fasse partie du groupe de harceleurs, comme expliquait Jean-Pierre dans la méthode, sans le stigmatiser, mais en disant mais de quelle manière on va pouvoir aider ton camarade. Donc là, on est toujours dans le dialogue. Il y a on sait que dans les programmes scolaires, il y a des choses qui sont données aussi dans l'éducation morale et civique. Il y a des activités qui sont proposées justement de tolérance, etc., qui font qu'on peut réduire au moins le champ des moqueries, comme vous disiez, Benoît, tout à l'heure, en parlant peut-être quelqu'un qui a une religion ou qui a un physique différent, etc. Donc, toutes ces activités de tolérance qu'on peut trouver dans les programmes qui sont faits par les enseignants. Je pensais aussi à des activités qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu, avec les pommes, c'est un enseignant qui faisait ça, il prenait 2 pommes, il y en avait une qu'il avait jetée par terre pendant un petit moment, mais ça ne se voyait pas de l'extérieur, et puis il disait aux élèves, dis à cette pomme qu'elle est magnifique, qu'elle sent bon, etc. Et dis à l'autre pomme, il faut l'insulter. Et donc, tous les enfants s'amusaient à insulter la pomme qui avait été jetée par terre, mais qui avait l'air aussi belle que l'autre pomme. Et quand on la coupait en 2, on voyait combien elle était meurtrie, combien elle était abîmée. Et donc, voilà, c'était une manière, je trouvais cette activité vraiment très parlante parce que elle reflète un petit peu ce que peut vivre un harcelé. C'est-à-dire que finalement, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, voilà, c'est quelqu'un de meurtri, tout ça avec des paroles et pas avec des coups. Voilà, peut-être. Oui, Benoît, je vois qu'il y a de la réaction. C'est juste pour confirmer que c'est une métaphore qui est très utilisée en cycle 1, parce qu'en cycle 1, c'est très difficile. On a fait des questionnaires qui sont des questionnaires qui sont faits pour les non-lecteurs, avec qui sont iconographiques et scéniques plutôt qu'avec des mots.
Et cette illustration de la pomme qui est talée quand on l'ouvre est quelque chose qui est très marquant pour des enfants. Bon, après, ça ne fonctionne plus, mais c'est une métaphore qui est, en tous les cas, très utilisée. Je ne sais pas si elle est bonne, mais elle est très, très utilisée et elle semble fonctionnelle. Voilà, c'est pour appuyer un petit peu la force des mots, en tout cas. Jean-Pierre, peut-être un dernier mot, et puis on va clôturer, alors, je ne sais pas, peut-être une conclusion, et puis on va finir par une diapositive avec des conseils de lecture que nous a fait passer Arnaud. Je ne sais pas, Jean-Pierre, peut-être une conclusion? Bien, oui, non, un mot peut-être sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement va amplifier tous les effets du harcèlement en direct. La surenchère, la montée en puissance, l'effet de groupe, tout cela, on va le voir grossir, amplifié. J'ai eu l'occasion récemment d'expertiser une situation pour la justice suisse, une situation de cyberharcèlement. Et j'ai eu en direct, je vais dire sous les yeux et dans les oreilles, les échanges WhatsApp. Il y a une mécanique de surenchère qui fait que y en a un qui va dire une blague raciste et l'autre va en rajouter et l'autre va dire une remarque sexiste et l'autre va encore en rajouter. On monte en puissance. C'est d'une violence inouïe. Ce qui fait que les victimes de cyberharcèlement sont encore plus isolées que les autres et qu'il est sans doute encore plus difficile de se défendre du cyberharcèlement que du harcèlement, j'allais dire en face à face. Voilà pour ma conclusion en ce qui me concerne. Et effectivement, c'est vrai qu'on ne pouvait pas clôturer sans en parler parce que les réseaux sociaux, bien qu'il y a quelques années démarraient plus au collège, maintenant c'est dès l'élémentaire d'ailleurs. En CM, on voit les enfants qui ont déjà des téléphones où ils ont accès à une tablette, etc. Effectivement, il y a cet effet qui amplifie et qui malheureusement dure dans le temps aussi, puisqu'il y a des écrits qui sont toujours là, ça se diffuse et ça peut effectivement durer. En tout cas, merci infiniment à vous trois pour avoir accepté notre invitation et avoir débattu sur ce thème-là qui touche tellement de gens et au quotidien, malheureusement, beaucoup d'enseignants qui se sentent parfois démunis. Heureusement, comme le rappelait Arnaud, il y a de plus en plus de choses qui se font, des témoignages aussi sur Internet où on peut trouver des pistes qui peuvent les aider. Les expérimentations que Jean-Pierre donc expliquait, qui sont vraiment de très très belles pistes pour les aider. Et puis déjà le point de départ, parce qu'il y a cet effet d'urgence que rappelait Benoît, cet effet d'urgence où déjà dites à l'harcelé, on le sait, on va vous aider, on va t'aider pour qu'ils ne se sentent plus seuls. Voilà, donc ça c'est le point de départ et ça c'est en toute urgence, il n'y a pas besoin d'attendre pour le dire, pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Donc vous avez eu pendant un certain temps une diapositive, on remettra la liste de toute façon de quelques lectures qu'Arnaud conseille sur ce même thème. Voilà, et puis bon, bien sûr, tous vos travaux aussi à suivre sur le harcèlement. Merci beaucoup à vous trois et puis merci à tous d'assister à cette table ronde. Au revoir. Au revoir et merci.